Alors, on va prendre une autre transition, ensuite on revient pour justement décrypter quelques événements qui se sont déroulés dans le monde. Eh bien voilà, on parle de cette fois-ci de l'actualité géopolitique Gamal Abina. Alors avec vous, on va parler de cette décision de l'Union africaine, l'institution panafricaine qui a donc officialisé, qui a décidé de donner le statut d'observateur à Israël. On rappelle que c'est une décision qui divise justement les pays de l'Union africaine. Alors comment comprendre déjà cette décision? Quelle est la plus-value en ce qui concerne cette décision-là? Qu'est-ce qu'Israël peut apporter à l'Union africaine? Voilà, qu'est-ce qui explique justement ce statut d'observateur? Alors déjà, ce statut d'observateur a été obtenu par une personne, un Tchadien. C'est la suite de la politique tchadienne qui a eu un rapprochement depuis le père Idriss Déby et puis le fils. C'est le fils qui a initié ça. Un rapprochement avec Israël pour des raisons simplement et bassement stratégiques et militaires. Ils avaient besoin de soutien et d'armement, donc ils ont fait appel à Israël. Et puis en contrepartie, la reconnaissance est faite, les relations sont installées, alors que ce n'était pas le cas avant. La chute, on en a parlé il y a un instant, de Kadhafi a beaucoup bousculé les choses. Il faut se rappeler que c'est Kadhafi qui était l'initiative de l'Union africaine. Et qu'en 2002, lorsqu'il crée l'Union africaine à Tripoli, je crois, à Sirte, lorsqu'il crée l'Union africaine, évidemment, c'est pour évincer Israël. Pas seulement, mais en partie. Parce qu'Israël était déjà membre observateur de l'OUA. Donc, cette façon peu habile d'Israël de vouloir de normaliser sa présence dans la région en créant des liens avec l'Afrique est très étonnante. Dans la mesure où, rappelons quand même, qu'ils vendent l'idée selon laquelle ils auraient été indépendants de l'Angleterre en 1948, ça c'est le roman national israélien, mais ils oublient gentiment de dire qu'ils colonisent une terre qui s'appelle la Palestine. Et donc, lorsqu'ils voient des Africains qui ont tous été colonisés, quasiment, et qu'ils se présentent comme des anciens colonisés, c'est un peu ça l'idée, des collaborateurs, des gens qui vont les aider, ils passent par perdre des profits le fait qu'ils ont été les pires collaborateurs de l'État raciste sud-africain, lorsque c'était à l'époque de l'apartheid avant la libération Mandela. Pendant quasiment 50 ans, ils ont été un collaborateur chevronné de l'Afrique du Sud. Ces deux nations étaient les deux nations qui étaient considérées comme étant les parias du monde parce qu'elles ne respectaient aucun des principes humains, les droits moraux et tout le reste. Et surtout, Israël achète littéralement sa relation avec les Africains. Je prends plusieurs exemples. Je ne vais pas parler du Rwanda, on ne va pas revenir sur le Soudan qui a accepté l'accord avec Israël parce qu'il y a eu un coup d'État contre Béchir et que finalement, le nouveau gouvernement a dit pour pouvoir sortir par les Américains, c'est toujours les Américains qui font la manœuvre, sortir d'États terroristes, d'États parias et surtout recevoir des soutiens financiers, ils acceptent la relation avec Israël, ce qui est quand même incroyable pour le Soudan. Ça paraît extraordinaire, ça reste un pays arabe. Que, évidemment, le Tchad a fait de même pour des questions d'armement. On l'a vu aussi avec le Soudan, par exemple, avec le Maroc, qui a accepté de reconnaître Israël parce que Trump a lancé qu'il reconnaîtrait la maroquinité sahara-occidentale. Bref, à chaque fois, on se rend bien compte que pour qu'Israël soit accepté, il faut un donnant-donnant, un échange, soit économique, soit financier. Et Israël arrive en Afrique pour dire quoi? Pour dire, nous, on va vous aider à lutter pour deux choses. À lutter contre un virus, contre le Covid. Ça c'est une plaisanterie, je ne sais pas en quoi. Ils ont du mal déjà chez eux à lutter, ils vont aider l'Afrique. Et la deuxième chose, à lutter contre le terrorisme, comme par hasard. Donc, on traduit terrorisme en général, c'est plutôt les mouvements islamistes qui les intéressent. Donc, l'expertise israélienne en matière de terrorisme, bon, on peut en discuter. Mais il est certain que cette façon de vouloir montrer patte blanche à un continent qui a subi le colonialisme et qui sait ce que veut dire colonialisme, et le faire par la petite porte, c'est même pas démocratique. Ils sont passés par ce représentant tchadien qui a d'autorité accepté l'idée qu'il siège en tant que membre observateur. Ça a expliqué la levée de bouclier des Algériens, puis après des Sud-Africains évidemment, des Égyptiens, tout un tas de pays qui ont commencé à suivre pour dire attendez, la méthode n'est pas bonne, vous n'avez consulté personne, c'est fait d'autorité, on ne l'accepte pas. Surtout que la question palestinienne, je le rappelle tout de même, est un fondement de la création d'une Union africaine. C'est-à-dire qu'on considère que la Palestine, tant qu'elle ne sera pas rétablie dans ses droits, on considérera que la Palestine que l'Israël ne sera pas reconnu comme étant un État normal, quoi. Et pour finir, surtout, on se rappelle que Mandela disait à l'époque, en son temps, et c'est pas rien, il disait que l'Afrique du Sud ne sera libérée que lorsque la Palestine sera libérée intégralement.
Eh bien, c'est pareil pour les Algériens. C'est le même discours du FLN à la fin de la Révolution. L'Algérie ne sera libérée que lorsque la Palestine sera libérée. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces relations en trompe-l'œil, qui n'ont pas été toujours d'ailleurs mauvaises. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud, enfin que l'Afrique en général, au départ, ils ont reconnu assez rapidement Israël. Puis après, après les guerres de 67 contre l'Égypte, puis 73, les relations se sont tendues et il y a eu des ruptures de relations diplomatiques totales. Aujourd'hui, 46 pays africains sont en relation avec Israël. Sur 54, c'est énorme, mais tous ne sont pas prêts à accepter tout et n'importe quoi, surtout au moment où Israël bombarde les Palestiniens. Donc, effectivement, c'est une façon de se faire accepter sur le continent, de pouvoir prendre des parts de marché, encore une fois, parce que c'est toujours intéressé, de pouvoir vendre leur technologie militaire, leur expertise, et de pouvoir exploiter les mines de diamants, ça on en parle beaucoup, mais aussi d'autres ressources. Donc Israël a un besoin criant de ces ressources, a un besoin criant d'une reconnaissance politique et d'une assise de normalisation, je parle en termes d'image, en Afrique, qu'elle n'a pas aujourd'hui, et c'est une façon détournée de pouvoir accéder à ces fins. Malheureusement, pour eux, j'espère qu'au mois d'octobre, ils vont se mettre d'accord pour stopper cette mauvaise plaisanterie, Israël n'a pas montré le moindre signe de velléité de faire la paix. Je prends l'exemple, par exemple, des accords de Camp David qui avaient été signés avec l'Égypte. Il était dans ces accords aussi prévu que la Palestine recouvrerait ses droits. Bien non. En 93, Israël commence à faire la paix avec la Palestine, promet un État au bout de 5 ans qui n'arrivera jamais. Les Africains commencent à faire la paix au fur et à mesure en se faisant avoir par cette fausse promesse. Et aujourd'hui, Israël fait faire la même chose. Elle fait faire croire qu'elle est là pour aider l'Afrique dans sa lutte contre le Covid et contre les djihadistes. Mais en vérité, ce qui l'intéresse clairement, c'est une image de respectabilité et puis surtout les marchés africains. Faut pas rêver, il y a beaucoup de rapports économiques là-dedans. Merci à vous, Gamal Abina. Je poursuis avec vous, Michael Garmondi, cette fois-ci.